Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Parmi toutes les branches de l'horreur, il y en a une qui semble toucher à quelque chose de plus viscéral, de presque biologique, le body horror. Là où le slasher exploite la peur de l'agression extérieure, où le fanatisme joue sur l'invisible et l'incertain, le body horror retourne le regard vers l'intérieur. Ici, le monstre, ce n'est pas un tueur masqué ou une entité venue d'ailleurs, c'est le corps lui-même qui se transforme, qui trahit et qui se désagrège. Ce qui est fascinant avec le body horror, c'est qu'il ne peut pas être mis à distance aussi facilement que d'autres sous-genres. Quand on lit ou regarde une histoire de fantôme, on peut se dire « ça n'arrivera pas ». Quand on plonge dans un slasher, on se dit qu'il suffit de ne pas aller camper au fin fond d'une forêt lugubre. Mais le body horror ne laisse pas cet échappatoire. Il s'appuie sur une vérité universelle. Nous sommes tous prisonniers de nos corps. Et il suffit que quelque chose se dérègle, maladie, mutation, parasitisme, accident, pour que notre enveloppe devienne une prison hostile, voire une arme contre nous-mêmes. C'est peut-être pour ça que ce sous-genre dérange autant, parce qu'il s'adresse à une peur profonde et intime, perdre la maîtrise de soi, être trahi par sa propre chair, et au-delà du malsain physique, il y a une dimension métaphorique. Le body horror parle aussi des angoisses sociales, politiques et psychologiques d'une époque. Le corps devient le champ de bataille où se projettent les peurs collectives, la contamination, la sexualité, la technologie, la médecine et la domination patriarcale. On associe souvent le body horror au cinéma, notamment à David Cronenberg, qui en est devenu la figure titulaire. Mais avant de passer par l'écran, cette obsession du corps malade, monstrueux ou transformé existe déjà dans la littérature. On peut remonter à Mary Shelley avec Frankenstein. La créature est littéralement un assemblage de morceaux de cadavres, une transgression biologique qui interroge les limites de la science. Maupassant, avec le Horla, évoque la paranoïa d'un corps possédé, envahi de l'intérieur par une force invisible. Kafka, dans la Métamorphose, fait basculer son héros, Gregor Samsa, dans l'horreur du quotidien lorsqu'il se réveille transformé en insecte. Mais il y a aussi les récits médicaux du 19e siècle, les nouvelles de Edgar Poe, les textes de Lovecraft où les corps se dissolvent ou se fondent dans une entité cosmique. À chaque fois, le même point de départ, le corps n'est pas stable. Il peut se modifier, se décomposer, se retourner contre celui qui l'habite. Cette idée traverse toute la littérature moderne. Les écrivains de l'extrême comme Ballard, Poppy Z. Brite jouent eux aussi sur cette frontière, écrire la chair, l'ouvrir, l'altérer. Le body horror, c'est finalement une manière d'écrire l'intime à son point de rupture. Si la littérature a ouvert le terrain, c'est au cinéma que le body horror a trouvé sa forme la plus percutante. David Cronenberg, dans les années 70, a transformé le corps en laboratoire narratif. Avec des œuvres telles que Shiver, Vidéodrome, La Mouche, autant de films où les personnages vivent une transformation corporelle qui les dépasse, souvent liée à la science ou à la technologie. Chez Cronenberg, le corps est toujours poreux. Il absorbe, il expulse, il s'ouvre et il se recompose. Mais surtout, il est toujours politique. La chair n'est jamais seulement de la chair, elle parle d'autre chose. Dans La Mouche, la métamorphose de Seth Brundle est une parabole de la dégénérescence, qu'on peut lire comme une métaphore du sida, de la toxicomanie ou de la peur de vieillir. Dans Crash, la fascination pour les accidents de voiture et les cicatrices interroge la sexualité dans une société hyper technologique. La forme de body horror, c'est juste cette capacité à choquer tout en étant profondément significative. Là où le gore gratuit ne provoque qu'un dégoût passager, une scène de body horror réussie reste dans la mémoire parce qu'elle fait écho à une angoisse bien réelle. L'une des grandes questions pour l'écrivain ou le cinéaste qui s'attaque au body horror, c'est « faut-il tout montrer ?» Certains optent pour les détails chirurgicaux comme Cronenberg ou Clive Barker dans ses livres de sang, où les descriptions de chair lacérée ou peau qui se retourne sont précises, presque cliniques. Cette approche vise à créer un effet de sidération, confronter le lecteur ou le spectateur à l'insoutenable, l'oblige à regarder ce qu'il préférerait éviter. D'autres choisissent l'ellipse, laissant le corps suggérer plutôt que le montrer.
Kafka ne décrit pas en détail la transformation de Samsa en insecte, mais le simple fait de l'imaginer suffit à créer l'horreur. Dans le roman La peau froide d'Albert Sanchez Pinol, les créatures hybrides restent longtemps indistinctes, ce qui rend leur altérité encore plus perturbante. Le body horror fonctionne donc comme un curseur entre deux extrêmes, montré pour heurter, suggéré pour déranger. Tout l'art réside dans l'équilibre entre les deux. On ne peut pas parler de body horror sans évoquer la sexualité, parce qu'au fond, la chair, c'est à la fois ce qui nous attire et ce qui nous répugne. Le corps est le lieu du plaisir, mais aussi celui de la douleur, de la soumission et de la transformation. C'est particulièrement visible dans le cinéma de Cronenberg. Les organes, les fluides, les cicatrices deviennent des zones érogènes. Dans Crash, les personnages trouvent une excitation dans leurs blessures et dans les impacts d'accidents. Dans Vidéodrome, les orifices du corps deviennent des interfaces avec la technologie. Et chez Clive Barker, que ce soit dans Hellraiser ou dans ses nouvelles, le sadomasochisme est indissociable de la chair mutilée. Mais il ne s'agit pas seulement d'un fétichisme graphique. Derrière ces représentations, il y a un questionnement plus profond. Qu'est-ce que le désir sinon une perte de contrôle ? Qu'est-ce que la jouissance sinon un moment où le corps échappe à la rationalité ? Le body horror pousse cette logique à l'extrême. Le plaisir se confond avec la douleur, le désir avec la destruction. Cette ambivalence rend le sous-genre profondément dérangeant. Il met à nu des pulsions que la société préfère garder cachées. Le corps sexuel devient un corps monstrueux. Et c'est cette transgression qui choque encore aujourd'hui. Un autre grand axe du body horror, c'est la peur de la maladie. De fait, notre rapport au corps est indissociable à cette inquiétude. Vieillir, se dégrader, perdre ses facultés. Les œuvres de body horror exploitent ces angoisses de manière frontale. Dans La Mouche, la métamorphose de Seth rappelle à la fois une maladie dégénérative et une infection virale. Le spectateur assiste à chaque étape. La perte des ongles, la chute des cheveux, les fluides corporels qui se transforment. Impossible de ne pas y voir une métaphore de la maladie du sida dans les années 80, mais aussi du cancer ou de toute forme de déchéance physique. La contamination est une autre forme de cette peur. Dans Shiver, Cronenberg imagine un parasite qui se transmet sexuellement, transformant ses hôtes en créatures violentes et lubriques. Dans The Thing de John Carpenter, l'horreur vient de la contamination invisible, qui est encore humain et qui est déjà altéré. Le body horror joue sur cette terreur archaïque, celle de l'envahissement. Le corps n'est plus un sanctuaire, mais une frontière poreuse, vulnérable aux virus, aux parasites, aux mutations. Et derrière cette peur biologique, il y a aussi une peur sociale, celle de l'épidémie, du contact avec l'autre, de la perte d'identité collective. Un sous-thème particulièrement fort est celui du parasitisme. Le corps devient l'hôte d'une entité étrange, qu'elle soit biologique, extraterrestre ou technologique. Dans la littérature, on pense tout de suite à Lovecraft et à ces entités cosmiques qui colonisent les corps humains. Dans le cinéma, on retrouve bien évidemment ma saga préférée, Alien, et sa scène culte avec le Chestbuster, une créature qui grandit dans le ventre avant d'exploser à l'extérieur. Cette image condense parfaitement l'angoisse de la peur d'autonomie. Le corps n'appartient plus à celui qui l'habite. Il devient un incubateur, une simple enveloppe pour un autre être. Ce thème est aussi lié à la maternité, souvent représentée de la manière ambiguë dans le body horror. Le fait de porter la vie en soi peut basculer vers l'horreur. Grossesse monstrueuse, fœtus parasite, accouchement sanglant, c'est une manière de mettre en lumière les angoisses liées à la reproduction, mais aussi les rapports de domination entre les sexes. Enfin, un des terrains les plus féconds du body horror est celui de la technologie. À mesure que la société avance, nos corps sont de plus en plus modifiés, augmentés, connectés, prothèses, implants, chirurgie esthétique, biohacking. La frontière entre le naturel et l'artificiel se brouille. Cronenberg l'a très tôt exploré dans Vidéodrome. Le corps fusionne littéralement avec les écrans et les machines. Dans Existence, les consoles de jeux s'implantent dans la chair. Mais on retrouve aussi ce thème chez d'autres créateurs. Tetsuo, The Iron Man de Shinya Tsukamoto, pose l'idée jusqu'au grotesque, avec un corps qui se transforme en amas de métal et de chair. La peur sous-jacente est claire. Que reste-t-il de l'humain quand la technologie colonise la chair ? Sommes-nous encore maîtres de nos corps ? Ou bien sommes-nous déjà devenus des cyborgs malgré nous ? Le body horror anticipe et exagère cette angoisse, mais elle résonne profondément dans nos sociétés obsédées par le transhumanisme. Si la body horror choque autant, c'est parce qu'elle touche à quelque chose d'intime, l'identité. Notre corps, c'est notre premier repère, la base de ce que nous croyons être. Quand ce corps se transforme, se décompose ou devient incontrôlable, c'est tout le rapport au moi qui vacille. Kafka, dans La Métamorphose, montre très bien cette idée.
Samsa ne souffre pas seulement d'être devenu un insecte, il souffre de ce que cette transformation change dans son rapport aux autres. Sa famille ne le reconnaît plus, il est réduit au stade d'un objet honteux. La mutation physique devient une métaphore de l'exclusion sociale, mais aussi de la perte de dignité. Le body horror interroge donc la frontière entre le corps et l'esprit. Suis-je encore moi si mon corps n'obéit plus? Si je me déforme, si je dégénère, si je deviens autre chose que ce que je reconnais dans le miroir? C'est une peur universelle qui touche autant à la philosophie qu'à la psychologie. Freud voyait dans le corps un terrain d'expression de l'inconscient. Les symptômes, les maladies psychosomatiques, les phobies. Le body horror radicalise cette idée. Le corps devient littéralement l'écran où se projettent nos pulsions les plus profondes. Clive Barker est un bon exemple. Dans les livres de sang ou encore Hellraiser, la chair est le lieu de l'exploration des désirs interdits. Sadomasochisme, douleur, plaisirs extrêmes. Le corps s'ouvre, se lacère, se transforme pour révéler ce que l'esprit refoule. De la même manière, Cronenberg filme des personnages dont les métamorphoses expriment une vérité enfouie. Le désir de fusionner avec la machine, la peur de la contamination ou l'obsession par la sexualité non conventionnelle. Le corps devient alors une métaphore de l'inconscient qui s'impose à la réalité. Le body horror n'a pas disparu. Il continue d'évoluer et d'inspirer auteurs et cinéastes. Dans la littérature, des auteurs comme Han Kang, avec son livre La végétarienne, explore la dissolution du corps dans des formes étranges de transformation. Poppy Z. Brite, dans un livre que j'adore, Les corps exquis, pousse encore plus loin la fascination pour la chair ouverte et le macabre. Plus récemment, des autrices comme Carmen Maria Machado interrogent le corps féminin dans sa vulnérabilité, ses mutations et ses violences subies. Au cinéma, Julia Ducournau, avec Grave et Titane, a repris le flambeau. Les corps féminins y deviennent des lieux de métamorphoses extrêmes, de contamination ou de fusion avec le métal. Ces films montrent bien que le body horror peut être une manière féministe de reprendre possession d'un territoire qui a toujours été contrôlé par les autres. Dans les séries, on retrouve cette veine dans des productions comme Channel Zero ou certains épisodes de Black Mirror, où l'hybridation technologique est au cœur du malaise. Comment est-ce qu'on écrit du body horror? Pour les auteurs, la question est toujours la même. Jusqu'où aller? Montrer le détail sanglant ou préférer l'ellipse? Le plus important, c'est que la transformation du corps ait un sens. Décrire un corps qui explose, des organes qui se répandent, ça peut choquer une seconde, mais ça ne reste pas. Si en revanche, cette transformation raconte quelque chose sur l'identité, sur la société, sur la peur de la maladie ou du désir, alors l'effet est durable. Le body horror fonctionne quand il est signifiant. La scène du chestbuster dans Alien est inoubliable, non seulement parce qu'elle est gore, mais parce qu'elle touche des angoisses profondes, la maternité, le parasitisme, l'invasion. De même, la métamorphose reste puissante parce qu'elle fait écho à l'angoisse d'être rejeté pour ce que l'on est devenu. Pour écrire un body horror efficace, il faut donc partir de la peur intime, presque universelle, puis la traduire dans une métamorphose corporelle. Le détail peut appuyer l'effet, mais il ne doit jamais en remplacer le sens. En définitive, si le body horror continue de nous fasciner, c'est parce qu'il vise juste. Il ne parle pas d'un danger extérieur, mais d'un danger intérieur. Notre corps, cet allié quotidien, peut devenir notre pire ennemi. À travers la maladie, la sexualité, la technologie, la contamination, il met en lumière nos angoisses les plus profondes. Mais il va plus loin encore. Il questionne ce qui fait de nous des humains. Sommes-nous définis par nos corps? Et si ceci change, que reste-t-il de nous? Le body horror est donc plus qu'un sous-genre. C'est une métaphore puissante de notre condition, une manière de rappeler que la chair est fragile, malléable, instable, et que c'est peut-être cette fragilité justement qui nous rend humains. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire et pourquoi pas à venir continuer le débat avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. C'est tout pour moi aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.